Alors, nous reprenons. On en arrive donc à la culpabilité. La culpabilité, c'est assez simple. En fait, la notion de culpabilité, elle nous vient du latin culpa. Culpa qui signifie faute. La culpabilité, c'est communément ce que l'on appelle la faute pénale. Donc on peut vous poser la question sous ces deux aspects. On peut vous dire la culpabilité, la faute pénale, c'est exactement le même sujet. Donc la culpabilité, c'est la faute pénale. La faute pénale, la culpabilité peut consister dans notre droit, soit dans la faute intentionnelle, soit dans la faute d'imprudence, qu'on appelle également faute non intentionnelle délictuelle, soit dans la faute contraventionnelle. On va d'abord s'intéresser au domaine de l'élément coupable pour ensuite s'intéresser à son contenu. D'abord sur le domaine de l'élément coupable. Sur le domaine de l'élément coupable, donc premier point ici, il s'agit ici de se demander quel élément coupable est requis pour quelle infraction. Pour savoir quel est l'élément coupable requis au titre d'une infraction donnée, il faut se reporter à l'article 121-3 du Code pénal. Cet article 121-3 du Code pénal pose trois règles. Trois règles qu'il faut connaître. Elles sont très importantes dans l'architecture de notre Code pénal. Première règle, les crimes nécessitent toujours la preuve d'une intention. Donc si vous avez affaire à un crime, vous savez que c'est forcément l'intention qui est requise. Seconde règle, les délits nécessitent en principe la preuve d'une intention. Toutefois, par exception, sur prévision expresse du législateur au titre du délit considéré, toutefois par exception sur prévision expresse du législateur au titre du délit considéré, l'élément coupable de certains délits pourra consister dans la faute d'imprudence. Enfin, dernière règle, les contraventions reposent en principe sur la faute contraventionnelle. Les contraventions reposent en principe sur la faute contraventionnelle, toutefois, par exception, sur prévision expresse du pouvoir réglementaire au titre de la contravention considérée, toutefois par exception sur prévision expresse du pouvoir réglementaire au titre de la contravention considérée, certaines contraventions nécessiteront la preuve soit d'une intention, soit d'une faute d'imprudence. Donc, finalement, l'intention, on la retrouve pour tous les crimes, pour les délits en principe et exceptionnellement pour les contraventions.
La faute non intentionnelle délictuelle, on la retrouve exceptionnellement pour les délits et exceptionnellement pour les contraventions. Et la faute contraventionnelle, on ne la retrouve en tout état de cause que pour les contraventions. D'accord? Donc, selon la place de l'infraction dans la classification tripartite des infractions, on sait quel est l'élément coupable requis. Première possibilité, on va s'intéresser maintenant, dans un deuxième temps, après le domaine, au contenu de l'élément coupable. Après le domaine, le contenu de l'élément coupable. S'agissant du contenu de l'élément coupable, vous l'avez compris, du coup, 3 possibilités. Première possibilité, l'intention est requise. Première possibilité, l'intention est requise. Qu'est-ce que l'intention? Il faut faire attention à ne pas confondre la notion d'intention avec la notion de volonté qu'on voyait tout à l'heure au titre de l'imputabilité. L'intention, c'est une notion qui nous vient du latin intendere, qui signifie tendre vers. L'intention, c'est ainsi la volonté tendue vers un objet déterminé. C'est la volonté tendue vers un objet déterminé. La volonté, on l'a vu tout à l'heure, c'est la capacité de vouloir. L'intention, c'est quand on dirige cette capacité vers quelque chose de particulier. Donc vous avez compris qu'un sujet qui s'intitulerait l'intention en droit pénal serait un sujet beaucoup plus étroit qu'un sujet qui s'intitulerait la volonté en droit pénal. Ok? À chaque fois que l'intention est requise, il faut rapporter la preuve d'un dol général. À chaque fois que l'intention est requise, il faut rapporter la preuve d'un dol général. Le dol général se définit comme la volonté de commettre l'acte, donc la volonté du comportement, c'est la volonté de commettre l'acte, donc la volonté du comportement, en ayant conscience de violer la loi pénale. Volonté de commettre l'acte en ayant conscience de violer la loi pénale. Première composante du dol général, donc volonté du comportement. Deuxième composante du dol général, conscience de violer la loi pénale. Il faut savoir que la seconde composante du dol général est toujours présumée. Elle est toujours présumée en application de la règle suivant laquelle nul n'est censé ignorer la loi. Longtemps irréfragable, cette présomption est devenue une présomption simple, présomption de connaissance de la loi qui est devenue une présomption simple, avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, qui a admis l'erreur de droit au titre des causes d'irresponsabilité. Donc le dol général, je vous le disais, toujours nécessaire à la démonstration de l'intention. Mais attention, si le dol général est toujours nécessaire pour démontrer l'intention, il est en revanche rarement suffisant. En ce sens que, le plus souvent, en plus du dol général, il faudra, pour que l'intention soit caractérisée, rapporter la preuve d'une autre forme de dol. Il faudra rapporter la preuve d'une autre forme de dol.
Cette autre forme de dol, il pourra s'agir du dol aggravé, il pourra s'agir du dol spécial, du dol dépassé, ou encore du dol indéterminé. Le dol aggravé, qu'est-ce que c'est? Le dol aggravé, on le retrouve lorsque le législateur exige que le délinquant ait poursuivi certains mobiles. Le législateur exige que le délinquant ait poursuivi certains mobiles pour que l'infraction soit constituée. Le législateur exige que le délinquant ait poursuivi certains mobiles pour que l'infraction soit constituée. Ce dol aggravé, il fait exception à la règle selon laquelle les mobiles sont indifférents à la constitution de l'infraction. Il fait exception à la règle suivant laquelle les mobiles sont indifférents à la constitution de l'infraction. Ce fameux dol aggravé, c'est la forme la plus haute de l'intention en droit pénal. C'est la forme la plus haute de l'intention en droit pénal et on le retrouve au titre des infractions les plus sévèrement réprimées. Et on le retrouve au titre des infractions les plus sévèrement réprimées. Exemple d'infraction nécessitant un dol aggravé, le génocide de l'article 211-1 du Code pénal. Pour qu'il y ait génocide, il faut que l'auteur recherche la destruction totale ou partielle d'un groupe de personnes déterminées. Autre exemple d'infraction reposant sur la preuve d'un dol aggravé, le terrorisme. Pour qu'il y ait infraction terroriste, il faut que l'auteur ait poursuivi le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Après le dol aggravé, on a le dol spécial. Le dol spécial, on le définit comme l'intention de provoquer le résultat prohibé par le droit pénal. Le dol spécial, c'est l'intention de provoquer le résultat prohibé par le droit pénal. C'est l'intention du résultat. C'est très simple, vous avez identifié votre résultat, et bien le dol spécial, c'est toujours l'intention d'y parvenir. Par exemple, dans l'homicide volontaire, le résultat, c'est la mort d'autrui, et bien le dol spécial requis, c'est l'intention de provoquer la mort d'autrui. Je vous ai parlé ensuite du dol dépassé. Le dol dépassé, on l'appelle également dol praétaire intentionnel. On l'appelle également dol praétaire intentionnel. Ce dol dépassé, on le retrouve lorsque le législateur, admet que le résultat de l'infraction est dépassé, soit allé au-delà de l'intention de son auteur. Le législateur admet que le résultat de l'infraction est dépassé, soit allé au-delà de l'intention de son auteur. L'exemple type, ce sont les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner de l'article 222-7 du Code pénal. Et enfin, le dol indéterminé. Le dol indéterminé, lui, on va le retrouver lorsque l'auteur a l'intention de parvenir à un résultat
mais n'est pas en mesure de prédire en quoi consistera précisément ce résultat. L'auteur a l'intention de parvenir à un résultat, mais n'est pas en mesure de prédire en quoi consistera précisément ce résultat. Résultat qui peut alors aller aussi bien en deçà qu'au-delà de l'intention initiale. Donc ça recoupe un petit peu le dol dépassé. L'exemple type d'infraction qui va reposer sur un dol indéterminé, ce sont les infractions de violence autres que les violences ayant entraîné la mort. Par exemple, violence ayant entraîné une nudité de 8 jours. Quand vous frappez quelqu'un, vous ne frappez pas quelqu'un pour provoquer une nudité de 8 jours. Vous frappez pour blesser et le résultat des violences vous échappe un peu parce que ça va dépendre en grande partie de la résistance de la victime. D'accord ? Voilà pourquoi, pour ces infractions-là, on se contente d'un dol indéterminé. Voilà donc quelles sont les grandes notions qu'il faut connaître sur l'intention. Alors, sur l'intention, qu'est-ce que l'on constate? Quel est le mouvement général? Le mouvement général qu'on a pu constater sur l'intention, c'est le suivant. C'est un mouvement de diversification des visages des figures de l'intention. Diversification des visages des figures de l'intention. Il faut savoir qu'initialement, on ne connaissait guère que le dol général, et dans certains cas, bien ponctuels, le dol spécial. Et puis, sont apparus le dol aggravé, le dol dépassé, le dol indéterminé. Et donc, on a diversifié les figures de l'intention. Diversification des figures de l'intention. Pourquoi? Dans quel but? Eh bien, le but qu'on a poursuivi, même si on verra tout à l'heure qu'on ne l'a pas véritablement atteint, bien au contraire, le but qu'on a poursuivi était la finalité d'une meilleure justice. On voulait diversifier le plus possible les catégories juridiques pour qu'elles s'adaptent finalement au mieux à la variété des situations factuelles. Étant entendu que de ces variations dans l'intention vont dépendre des écarts dans la répression. Voyez, par exemple, on a considéré qu'entre celui qui tuait totalement involontairement et celui qui tuait dans l'intention de provoquer la mort, il y avait un intermédiaire qui se situait juste au milieu, qui était celui qui provoquait la mort en ayant voulu blesser. Comportement plus grave que le simple imprudent, mais comportement moins grave que le vrai meurtrier. Et donc on a mis en place, entre l'imprudence et le dol spécial, le dol dépassé qui nous permettait d'appréhender cette situation. Et ça, on l'a traduit par un écart de répression, puisque l'homicide involontaire dans notre droit, c'est 3 ans d'emprisonnement encouru à l'état simple. Le meurtre, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Et les violences mortelles, violences ayant entraîné la mort sans intention donnée, c'est 15 ans de réclusion criminelle. Donc vous voyez, on est à mi-chemin en termes de répression. Ça va? Voilà donc pour l'intention. Et je vous en reparlerai tout à l'heure, une fois qu'on aura vu l'imprudence. Deuxième possibilité, après l'intention est requise, seconde possibilité, la faute d'imprudence est requise. Je suis toujours dans le contenu de l'intention. Je suis toujours dans le contenu de l'élément coupable. Première possibilité, l'intention est requise. Deuxième possibilité, l'imprudence est requise. Lorsque l'imprudence est requise, deux situations entre lesquelles il faut distinguer. Si l'on a affaire à une
personne physique, auteur direct. Si l'on a affaire à une personne physique auteur direct, quand je dis auteur direct, je renvoie au lien de causalité qu'on a vu tout à l'heure, lien de causalité direct. Lorsque l'on a affaire donc à une personne physique auteur direct, l'élément coupable requis consiste dans la faute d'imprudence ordinaire. Auteur direct, il faut rapporter la preuve d'une faute d'imprudence ordinaire. Qu'est-ce que la faute d'imprudence ordinaire? C'est extrêmement simple, c'est assez proche de la faute civile que vous connaissez par ailleurs. Est auteur d'une faute d'imprudence ordinaire celui qui ne s'est pas comporté comme un individu normalement prudent et diligent, placé dans la même situation. Donc, ce que l'on appelle la faute d'imprudence ordinaire, c'est l'écart de comportement par rapport au comportement d'un modèle de référence normalement prudent et diligent. D'accord? Alors, vous comprenez bien que la clémence ou la sévérité à l'égard de la faute d'imprudence ordinaire, elle va finalement dépendre du modèle de référence que l'on choisit de retenir. Qui choisit ce modèle de référence? Il n'est pas fixé par la loi. La loi ne nous décrit pas jamais une série de comportements modèles. Ce n'est pas son rôle, c'est la jurisprudence qui, au cas par cas, au fil des affaires qui lui sont soumises, détermine quel est le modèle de référence. Et qu'est-ce que l'on constate quand on regarde cette jurisprudence? Eh bien, on constate que le modèle de référence est un modèle de standard très élevé. Le modèle de référence, c'est celui qu'on ne rencontre presque jamais dans la vie normale, ou alors quand on le rencontre, on le qualifie volontiers d'individu paranoïaque. C'est la personne qui, à chaque fois, avant de prendre sa voiture, va faire vérifier la pression de ses pneus, va la faire réviser. C'est la personne qui, lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a du brouillard, choisit tout simplement de ne pas prendre sa voiture parce que c'est trop dangereux. Vous voyez, c'est celui qui anticipe tout, celui qui n'a jamais d'accident. Donc comprenez bien que, de ce fait-là, la jurisprudence étant tellement exigeante du point de vue du modèle de référence qu'elle retient, eh bien la faute d'imprudence ordinaire est très facilement caractérisée. Vous voyez, si par exemple vous êtes en voiture sur l'autoroute et puis qu'un de vos pneus éclate et que vous provoquez ainsi un accident, eh bien, si vous ne démontrez pas que vous aviez convenablement fait régulièrement vérifier la pression de vos pneus, votre responsabilité sera engagée. On retiendra la faute d'imprudence. Toujours sur la faute d'imprudence, deuxième possibilité, on a affaire à un auteur indirect. Si l'on a affaire à un auteur indirect, il faut, pour que l'élément coupable soit démontré, rapporter la preuve d'une faute d'imprudence qualifiée. Il faut rapporter la preuve d'une faute d'imprudence qualifiée. La faute d'imprudence qualifiée, c'est deux choses à la fois. La faute d'imprudence qualifiée, c'est d'une part la faute de mise en danger délibérée, et c'est d'autre part la faute caractérisée. La faute de mise en danger délibérée, on la définit comme la violation
manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Cette faute de mise en danger délibérée, elle repose notamment, pour sa démonstration, sur la preuve d'un dol éventuel. Elle repose notamment pour sa démonstration sur la preuve d'un dol éventuel. Le dol éventuel, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté d'exposer autrui à un risque, sans en vouloir les conséquences dommageables. On sait que l'on expose autrui à un risque, et on choisit cette exposition. Bien sûr. Là, quand on sait qu'on expose autrui à un risque, par exemple dans le domaine de la santé, la question que je me pose, c'est comment on peut savoir, enfin, comment, en sachant qu'on expose quelqu'un à un risque, on peut ne pas imaginer des conséquences dommageables. Alors, on peut imaginer les conséquences dommageables, c'est simplement que le fait que la personne se soit imaginée, se soit préfigurée les conséquences dommageables, n'est pas nécessaire à la caractérisation de la faute de mise en danger délibérée. Mais ce n'est pas exclusif non plus. Ça va? Deuxième type de faute d'imprudence qualifiée, c'est la faute caractérisée. La faute caractérisée, on la définit de la manière suivante. C'est une faute d'une exceptionnelle gravité qui expose autrui à un risque important que son auteur ne pouvait ignorer. Faute d'une exceptionnelle gravité qui expose autrui à un risque important que son auteur ne pouvait ignorer. La faute d'imprudence caractérisée, elle s'apparente, si vous voulez, à une faute d'imprudence lourde. Elle s'apparente à une faute d'imprudence lourde. Voilà donc quelles sont les différentes figures de la faute d'imprudence. Là encore, quel mouvement général on peut constater? Eh bien, exactement le même que celui que l'on a constaté sur l'intention. Diversification des visages, des figures de l'imprudence. Diversification des visages, des figures de l'imprudence. Regardez, sous l'empire de l'ancien code pénal, on ne connaissait que la faute d'imprudence ordinaire. En 1994, entrée en vigueur du nouveau code pénal, apparaît la faute de mise en danger délibérée. Loi du 10 juillet 2000, on donne naissance à la faute d'imprudence caractérisée. L'objectif poursuivi est exactement le même que celui qu'on décrivait tout à l'heure. Servir une justice mieux adaptée à la diversité des situations. Sauf que, regardez bien, si l'on conjugue
ce qui s'est passé sur l'intention avec ce qui s'est passé sur l'imprudence, quel constat général peut-on faire finalement? Eh bien, si l'on conjugue les mouvements sur l'intention, les mouvements sur l'imprudence, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'à diversifier ainsi, au sein de chaque grande catégorie juridique, le législateur a introduit une dose d'imprudence dans l'intention. Ce qu'on voit très bien avec le dol indéterminé et le dol dépassé, il y a une part d'imprudence là-dedans. De la même manière, il a introduit une dose d'intention dans l'imprudence. Ce qu'on voit parfaitement dans la faute de mise en danger délibérée. Il y a une part d'intention dans la faute de mise en danger délibérée. Et donc, il a ainsi brouillé les frontières entre les grandes catégories juridiques traditionnelles que sont l'intention et l'imprudence, lesquelles continuent par ailleurs de justifier des écarts considérables de répression. Ne serait-ce regarder que sur le choix entre homicide involontaire et violence mortelle, qui n'est souvent pas si évident. Homicide involontaire, violence mortelle, homicide involontaire c'est 3 ans d'emprisonnement, violence mortelle c'est 15 ans de réclusion criminelle. Vous voyez ? Et il a ainsi, et en brouillant ainsi les frontières entre les grandes catégories juridiques, il a généré tout simplement une grande insécurité juridique. Et effectivement, aujourd'hui, dans un grand nombre de contentieux un peu frontières, nul ne peut prédire à l'avance s'il sera poursuivi sur le terrain d'une infraction intentionnelle ou sur le terrain d'une infraction non intentionnelle. Et bien souvent, cela va dépendre de quoi? Cela va dépendre des pratiques de la juridiction ou des parquets locaux. Regardez un contentieux, par exemple, comme le secouage de nourrissons. Oui, vous avez un jeune bébé, vous le secouez, soit pour jouer, ça arrive qu'on le secoue pour jouer. Ça peut être un peu débile, mais bon... Le bon sens n'est pas la chose la mieux partagée. Bref, donc vous avez toujours des gros Mongoliens qui secouent leurs gamins comme ils peuvent parce que ça les fait marrer. Il y en a d'autres qui le font parce qu'ils maîtrisent pas leurs nerfs. Eh bien, devant certaines juridictions, pour de tels faits, imaginons que l'enfant décède, comme ça arrive malheureusement souvent dans ces hypothèses-là, devant certaines juridictions, on a coutume de poursuivre ça sur le terrain de l'homicide involontaire. Devant d'autres juridictions, on a coutume de poursuivre ce type de contentieux sur le terrain des violences mortelles. Étant entendu que dans les deux cas, la qualification tient la route. Dans les deux cas, légalement, en droit, on ne peut pas dire non, c'est pas telle qualification pour telle ou telle autre raison. Aussi bien l'une que l'autre de ces deux qualifications est parfaitement valable. Ça va ? Bien, donc vous voyez, tout cela, le drame finalement, c'est véritablement le drame de l'insécurité derrière cet élément moral. Et insécurité, pourquoi ? Parce qu'on a voulu diversifier à outrance, faire de l'ultra-spécialisation de la loi pénale et que, du coup, on a fini par fondre les catégories qui
par ailleurs, continue de justifier des écarts de répression considérables. Et enfin, dernière possibilité, la faute contraventionnelle est requise. Alors, la faute contraventionnelle, c'est très simple. Elle se déduit, la faute contraventionnelle, de la simple inobservation des prescriptions légales ou réglementaires. Elle se déduit de la simple inobservation des prescriptions légales ou réglementaires. Elle ne nécessite ni intention, ni imprudence pour être démontrée. La seule commission matérielle des faits incriminés suffit à caractériser l'infraction. La seule commission matérielle des faits incriminés suffit à caractériser l'infraction. Hein, quand vous brûlez un feu rouge en voiture, on ne vous demande pas, vous avez beau expliquer que vous ne l'avez pas vu, hein, ça ne vous dégagera pas pour autant de votre responsabilité, parce que c'est justement ce qu'on vous reproche de ne pas l'avoir vu. Vous voyez, peu importe que votre comportement soit moralement blâmable ou non, on s'en fiche, seul compte le fait que vous ayez effectivement brûlé ce feu rouge. D'accord ? Bien, voilà donc pour l'élément moral. Des questions sur tout ça ? Donc, juste une précision, peut-être d'un point de vue méthodologique, tout ce qu'on voit là en termes de mouvement, d'enjeu à la fin, à chaque fois, c'est ce qui doit finalement fonder vos problématiques introductives. Hein. D'accord ? Hein, et les définitions, tout ce qu'on voit là, c'est par cœur, c'est que de la grande notion. C'est par cœur, ça doit être maîtrisé. On en a ainsi terminé avec la constitution de l'infraction. Si j'ai un élément légal, un élément matériel et un élément moral, l'infraction est constituée. Et on va maintenant, dans un grand B, s'intéresser à la répression. Le grand A, c'était l'incrimination. Grand B, la répression. Alors, moi, je vous recommande de bien apprendre le plan parce que vous verrez que le plan incrimination-répression, c'est un plan finalement que vous servirez, vous le verrez assez fréquemment. Hein. Ça colle sur beaucoup de sujets. Hein, et ce qu'il faut surtout pas faire quand vous servez comme ça un plan incrimination-répression, c'est vous emmêler les pinceaux entre ce qui relève de l'incrimination et ce qui relève de la répression. Hein, parce que concrètement, si vous m'intégrez dans l'incrimination des éléments qui relèvent en réalité de la répression ou l'inverse, le correcteur lit ça comment ? Le correcteur lit ça comme un contresens. Et pour le correcteur, si vous vous trompez de place dans votre plan, dans le positionnement de tel ou tel autre élément de réponse entre incrimination et répression, ça signifie que la mécanique de la matière n'est pas comprise. Et ça fait partie des choses qui peuvent vous coûter beaucoup de points. Hein. Donc, un incrimination-répression en termes de plan, c'est très bien. Il ne faut pas chercher plus loin. En revanche, il faut savoir le tenir. Hein. Et c'est pas plouf-plouf dans la répartition des éléments de réponse. C'est je sais exactement ce qui relève de l'incrimination et je sais aussi exactement ce qui relève de la répression et je mets pas un truc ici alors qu'il devrait être ailleurs. Hein, sous cette réserve-là, c'est un plan tout à fait valable que vous pouvez servir à maintes reprises. Alors, cette précision étant faite, on s'intéresse donc à la répression. S'agissant de la répression, et vous savez, c'est important ça, hein, quand on vous renvoie vos copies et qu'on vous dit attention à la répartition des éléments de réponse dans le plan, ça je le mets souvent. Hein, ça veut dire qu'on a un problème à ce niveau-là. Vous ne mettez pas chaque chose à sa place. Le droit, c'est pas compliqué. Hein. Le droit, qu'est-ce que c'est ? Que ce soit le droit pénal ou autre chose. Le droit, c'est un travail où notre boulot consiste à faire rentrer du fait dans des catégories juridiques préétablies. Et le fait d'intégrer tel fait dans telle catégorie juridique préétablie va nous permettre d'appliquer un régime déterminé. Si les catégories, vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez rien faire.
vous appliquerez les mauvais régimes aux mauvais faits. Vous voyez, hein? D'où l'importance de bien maîtriser quand même cette base fondamentale-là. Et vous verrez que bien souvent, la réussite d'une dissertation, elle tient à ça. Hein. Elle tient à ça. Vous pouvez perdre facilement, hein, je martèle pour être sûr que vous ne le ferez plus, hein, vous pouvez perdre facilement, allez, 5 ou 6 points sur un élément de réponse mal positionné. Pour ce que ça révèle, pas pour ce que c'est, on s'en fout que vous le mettiez là ou ailleurs. Mais c'est pour ce que ça révèle de vous. Quelqu'un qui m'intègre, par exemple, les circonstances aggravantes dans un grand 1 sur l'incrimination, on se dit, tiens, cette personne est en train de penser que si la circonstance aggravante tombe, l'infraction tombe. Ça, c'est grave. Parce que c'est pas le cas. Hein, donc c'est un travail de rigueur avant tout. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est quand on maîtrise bien ça, hein, on n'a pas de raison de perdre beaucoup de points et avec un plan simple, on peut avoir une très bonne note. Hein, incrimination, répression, clémence, sévérité, auteur, victime, admis, prohibé, c'est des plans basiques, mais qui fonctionnent toujours, pourvu qu'ils soient tenus convenablement. Grand 2, la répression. La répression pénale, c'est, là encore, plusieurs choses à la fois. D'abord, dans la répression pénale, on intègre petit 1, la sanction pénale. On intègre petit 1, la sanction pénale. Il y a, dans notre droit, 2 grandes catégories de sanctions pénales. Vous les connaissez, il s'agit de la peine, d'une part, et de la mesure de sûreté, d'autre part. On va s'intéresser d'abord à la peine. La peine, qu'est-ce que c'est? La peine, c'est le produit, en termes de sanctions, des conceptions objectives de l'infraction. La peine, c'est le produit des conceptions objectives de l'infraction. Et suivant ces conceptions objectives, classiquement, traditionnellement, la peine représente, et vous pouvez la définir comme telle dans sa conception classique, hein, représente le prix à verser à la société pour le crime que l'on a commis. Hein, elle représente le prix du crime. Comprenez bien comment fonctionnent les objectivistes. Vous vous souvenez, l'infraction pénale chez un objectiviste, c'est quoi? C'est le résultat produit, c'est le mal effectif qu'on a causé à la société. Eh bien, la peine, c'est le châtiment qu'on va infliger aux délinquants pour venir compenser ce mal. On dit, dans la conception objective de l'infraction, on dit que la peine poursuit une finalité rétributive. La finalité de la peine, la finalité objective de la peine, c'est une finalité rétributive. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que la peine a vocation à permettre de compenser par un mal infligé au délinquant le mal que ce même délinquant a lui-même causé à la société. Hein, ça c'est la conception classique de la peine. Donc, cette peine objective, c'est une peine qui va dépendre non pas de la personnalité de l'individu, mais qui va dépendre du trouble à l'ordre social. Hein, c'est une peine quasi mathématisée, tel mal, telle peine. Et ça, c'est la conception initiale de la peine, et la marque certainement la plus significative de cette conception-là, c'est certainement au lendemain de la Révolution dans le Code pénal de 1791, premier Code pénal, hein,
Code pénal de 1791, on retient un système de peine fixe. Peine abstraitement déterminée par la loi en fonction du mal produit à la société que le juge n'a pas la possibilité de faire varier en fonction de la personnalité du délinquant. Sauf que, vous le comprenez bien, cette peine objective, initialement dans notre système juridique, elle a subi les influences subjectives. Elle a subi les influences subjectives et elle n'est plus du tout aujourd'hui entièrement objective comme elle l'était auparavant. Elle s'est teintée de subjectivisme. Et elle s'est teintée successivement de deux types de subjectivisme. Elle s'est teintée d'un subjectivisme version défense sociale, c'est la peine réinsertion, d'accord, celle dont on reparle aujourd'hui avec la contrainte pénale, et elle s'est aussi teintée d'un subjectivisme positiviste. Vous savez, c'est la peine sécuritaire. On va voir précisément comment se sont succédées ces différentes évolutions. Donc, retenez la chose suivante, 1791, on part d'une peine objective, d'accord, qui représente uniquement le prix du crime. La peine, en droit français, va demeurer très longtemps une peine objective. Elle va demeurer objective jusqu'en 1945. 1945, École de la défense sociale nouvelle, Marc Ancel. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Grand courant humaniste, post-Seconde Guerre mondiale. Et là, l'idée naît d'une peine qui serait, d'abord et avant tout, un outil de réinsertion. La peine devient un outil conçu dans l'esprit des partisans de la défense sociale. La peine devient un outil en quelque sorte d'aide aux délinquants et elle doit poursuivre l'objectif, cette peine, de réinsérer, de resocialiser. L'idée là, c'est de prévenir la récidive, avant tout. Parce que quel est le postulat sur lequel se fondent ces thèses de la défense sociale? On se dit qu'un délinquant convenablement réinséré, c'est un délinquant qui ne récidive pas. Et là, dans le contexte de l'époque, grand courant humaniste, donc on a fait des horreurs et donc maintenant on veut montrer qu'on est des gens bien, on va dire ouais, c'est pas si mal ça, effectivement, et on va consacrer au moins en partie cette peine réinsertion entre 1945 et 1994. Entre 1945 et 1994, on va trouver en législation des marques de plus en plus nombreuses de cette fameuse peine réinsertion. C'est sur cette période que va naître l'idée d'une individualisation de la peine en cours d'exécution. Avant, ça n'existait pas. La peine prononcée était la peine exécutée. Mais entre 1945 et 1994, on se dit, non, la personne, pendant l'exécution de sa peine, peut évoluer. D'accord? Et donc, on va individualiser la peine en cours d'exécution. C'est là que vont voir le jour les premières peines alternatives à l'emprisonnement. Où on se dit qu'après tout, la privation de liberté, on peut peut-être la remplacer par autre chose pour les individus les moins dangereux, que ça les aidera à retrouver une place dans la société. Et donc ça, ces marques-là,
ça va se multiplier entre 45 et 94. 1994, entrée en vigueur du nouveau code pénal. 1994, entrée en vigueur du nouveau code pénal. Et ça, je le garde pour demain, pour qu'on ait une suite logique. Et je vous laisse tranquille pour ce soir. Je vous embête une dernière fois.